Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette deuxième session de l'ADN Dance Living Lab. Nous sommes évidemment très heureux de vous voir si nombreux et nombreuses ce soir, car vous allez vivre un moment unique. Vous allez entendre des conversations qui n'ont jamais eu lieu et vous allez voir se rencontrer des disciplines qui se côtoient peu. L'ADN Dance Living Lab s'inscrit dans le prolongement du média l'ADN. L'ADN parie sur l'esprit de conversation pour éclairer certaines des grandes questions de notre présent. Nous racontons les tendances qui façonnent la société, les idées qui l'agitent, les débats qui la polarisent. Tous les jours sur le web et tous les trimestres en format revue, nous donnons la parole aux chercheurs, aux chercheuses, aux citoyens, aux citoyennes, aux entreprises, aux institutions et aussi évidemment aux artistes, sans qui cette époque serait bien fade. L'ADN Dance Living Lab crée les conditions d'une rencontre entre le spectacle vivant et le champ de la pensée. Ce soir, 4 chorégraphes vont rencontrer 4 intellectuels, et chacun à leur manière, nos duos cherchent à tisser des ponts entre le corps et l'esprit. Éprouver le corps pour mieux atteindre le sensible, travailler l'âme humaine pour donner corps au mouvement. Peut-être que cette idée de rencontre, de conversation entre des domaines qui se côtoient peu vous paraît encore floue, et sachez pourtant que cela donne lieu à des créations inédites. Nous allons d'ailleurs débuter cette soirée avec une performance. Elle est née de l'échange entre la chamane Céline D'Artagnan et le chorégraphe et directeur de Chaillot Rachid Ouramdan l'année dernière lors de la première édition de l'ADN Dance Living Lab. Je vous propose donc dès à présent d'accueillir sur scène la danseuse Laura Yodkait qui interprète « Dans le noir, on voit mieux », une création de Rachid Ouramdan. On devient chaman parce qu'on est choisi par des esprits ancêtres, qui nous choisissent. En tout cas, dans mon cas, j'ai été choisie et indiquée par les esprits comme chaman parce que dans ma famille, on est d'une lignée où on a des origines touareg, berbères d'Algérie, qui savent voir, qui savent faire des choses. La transe est une expérience sensorielle et spirituelle. De mon côté, je rentre en transe, je ne le demande pas. Je suis pris d'un violent vertige. Ça m'emporte. C'est un vertige qui est bon, qui est statique. Mais ce vertige, il faut quand même que j'arrive à le contrôler parce que je ne peux pas partir d'un coup. Je ne peux pas effectivement me laisser spontanément happer dans le monde invisible. Donc généralement, j'essaye de garder un pied dans le monde visible et de laisser mon autre pied aller petit à petit dans le monde invisible. À ce moment-là, c'est à moi de décider effectivement de lâcher prise. Et le lâcher prise, il est aussi, on va dire, psychologique et de respect, je ne sais pas comment appeler ça. C'est de dire aux esprits avec lesquels je travaille constamment, ok, vous avez toqué à la porte, je vous ouvre, investissez-moi, je vous le permets et moi je pars me mettre dans un petit coin. Donc c'est un travail d'équipe. Je leur laisse volontairement la place, qui est ma place normalement, puisque c'est mon corps, ce n'est pas le leur. Donc ça, la première fois en tout cas que ça se passe et qu'on rentre en transe, c'est assez déroutant.
C'est faire entrer un rond dans un carré, ça ne fonctionne pas. Effectivement, les premières fois, ça fait extrêmement mal. Les sorties de transe d'ailleurs, pendant 1 ou 2 jours, on n'est pas bien, on est malade. Pendant la transe, on a une force qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on arrive à gérer par la suite, avec l'expérience. Tout le jeu de la transe et des esprits avec lesquels je travaille, c'est de s'apprivoiser, d'apprivoiser la force. Moi, elle sera physique, pour eux, elle sera, je ne sais pas, quantique, mais c'est de gérer ces forces-là. Parce que la force qu'ils y mettent, c'est la force qui est traduite par mon corps, et j'ai pas envie qu'ils esquintent mon corps, parce qu'au démarrage des trans, je me suis fait beaucoup mal. Mes phalanges, je tapais énormément du poing au sol et ailleurs, donc je me suis fait énormément mal aux phalanges et au bras droit. Tout l'idée, c'est quand même de perdurer ensemble, en équipe, le plus longtemps possible, sans abîmer le corps physique. La première fois, l'esprit qui m'a en tout cas envahi a commencé à me faire taper du poing sur le sol à plusieurs reprises, et puis c'était vraiment très fort, et à tel point que je me suis dit, la bague que je porte, qu'on appelle une harira, je me suis dit, la bague va se fendre en deux, et en fait c'est le plancher qui s'est fondu en deux. On développe une force où des fois je me dis c'est mes phalanges qui vont éclater, et en fait non, c'est les objets en face qui éclatent. Ensuite, ça dépend qu'est-ce qu'on a à faire. Je dis on, c'est eux et moi. Si effectivement il faut résoudre des choses un peu pénibles, il faut engager des conversations pénibles, engager aussi des batailles, parce que en fait les esprits mongols sont des guerriers. Donc il y a beaucoup de choses où c'est pas simple. C'est pas oui, il faut de l'amour absolu, puis tout le monde va, ça va être cool. Non, c'est pas ça. Moi j'ai un esprit, là, un ancien chaman du XVIe siècle qui est un guerrier mongol, et j'ai un esprit femme qui est du désert d'Algérie, du Tassili Najer. Et les deux ont beaucoup de puissance qu'il faut savoir gérer et recevoir aussi. Et lorsque effectivement les problématiques à gérer sont complexes, eh bien ils engagent le corps, ils engagent la voix, et peu importe, il faut résoudre. Et donc ça passe par mon corps. Ça m'arrive d'avoir effectivement des images que j'ai du mal à interpréter. Et du coup, je ne peux pas moi-même aller les remettre dans leur contexte, parce que je ne connais pas le contexte. Donc c'est à la personne de remettre l'image que je donne dans le contexte. Les interlocuteurs qu'on va avoir dans le monde invisible, certains arrivent à s'exprimer correctement et vont nous envoyer des images très claires, très limpides sur ce que ça veut dire. Donc on aura vraiment des débuts de solutions, de réponses très simples. Et parfois, ils ont plus de mal, donc ils vont nous envoyer une image, donc il faut recontextualiser, mais il ne faut pas interpréter, donc c'est difficile. Une fois que je suis investie par certains, effectivement, c'est le corps qui va complètement prendre une forme qui n'est pas la sienne. Donc c'est très étrange. Mes doigts ont commencé à s'allonger et puis à avoir comme une espèce d'arthrose. J'avais l'impression qu'ils étaient des espèces de branches vraiment vieilles. Certaines phalanges qui étaient, j'avais l'impression, retournées ou arthrosées. Et puis ma bouche a commencé aussi à se déformer, s'attirer plus sur le haut à certains endroits. Et puis ma voix change aussi, elle devient beaucoup plus grave. Et lorsque des esprits m'investissent à ce point-là, physiquement, les traces restent pendant, on va dire, un petit moment, parce que j'ai encore le souvenir de ce que ça fait de sortir sa langue comme un serpent, ce que ça fait d'avoir des mains qui poussent comme des branches et qui sont arthrosées. Et j'ai encore cette sensation qui est inscrite quelque part au fond du cou.
durant cette cérémonie qui était vraiment éprouvante parce que je m'étais arraché la peau, je m'étais vraiment défoncé la main, c'est arrivé sans prévenir. J'ai commencé à voir. Quand je dis voir, faut s'entendre. Il faut entendre que j'ai un masque qui couvre mes yeux, qui couvre mon visage, et je ferme moi-même les yeux, donc je ne vois rien. Mais dans le noir, on voit mieux. Et je me retrouve face à ce qu'on appelle en Mongolie Tengri, qui est le Père Ciel. Et c'est un énorme souffle qui m'est envoyé. Et là, mon corps, j'ai l'impression qu'il est en lévitation. Je suis dans un bonheur absolu. Je comprends ce qu'est l'amour absolu, parce que je comprends que tout est sacré. Et je le comprends parce que mon corps va se désintégrer en des milliards de particules et va se réintégrer en une unité qui est moi. Et je vais comprendre que je suis tout et que tout est un, et que tout est dans nous, et qu'on est sacré. Et désormais, j'appréhende le monde différemment. Aujourd'hui, c'est complètement fluide. En un claquement de doigts, mes esprits arrivent et repartent. Donc je rentre en transe et je ressors de transe très facilement et je reprends mes activités de manière très naturelle et tout va bien.
Peut-être avez-vous déjà envie de reprendre vos esprits et de recevoir ce à quoi vous venez d'assister. Je vais échanger un mot maintenant avec Céline et avec Rachid Ouramdam, qui est donc le créateur de cette pièce. Rachid, peut-être pour débuter, en préambule, un mot sur ce que nous venons de voir. Peut-être est-ce que tu peux dire un mot sur l'interprète également ? Oui, et peut-être qu'on va aussi permettre la transition et une petite installation technique pour les suivants. Donc on va vous parler pendant que l'équipe du théâtre installe ce qui va être nécessaire. Oui, Laura n'est pas restée. Laura a quand même un peu de mal à parler, Laura Yoot-Kaite, lorsqu'elle elle traverse ça, parce que ça la met quand même dans un état un peu particulier qu'elle peut plus ou moins garder sous contrôle. C'est quelqu'un qui tourne sur elle-même depuis son enfance. C'est-à-dire que cette gyration, ce n'est pas une technique de danse, ce n'est pas quelque chose vers lequel elle s'est dirigée pour le maîtriser, mais c'est quelque chose dont elle a tout le temps eu besoin et ça l'a accompagnée toute sa vie. Et il s'avère qu'à côté de ça, elle faisait de la danse et un jour, cette pratique, ces choses se sont rejointes et maintenant, elle l'utilise pour faire de la danse dans des spectacles. Et à chaque fois, je lui demande de mettre ce savoir-faire en relation, en fonction des thèmes, des projets, en fonction de ce qu'on développe. Donc c'est ce pourquoi Laura ne reste pas. Mais si vous voulez discuter avec elle, je pense que quand elle sera un petit peu redescendue, elle sera au bas. Elle a une petite fille, elle a couché il y a 4 mois, Laura. C'était sa première reprise de spectacle, mais je suis sûr qu'elle sera ravie d'échanger avec vous. Deuxième enfant. Alors, j'ai 2 questions pour toi, Rachid, avant ma question pour Céline. La première s'adresse au directeur de Chaillot, Théâtre National de la Danse. Pourquoi avoir choisi d'accueillir l'ADN Dance Living Lab cette année en ces murs ? D'abord parce que je suis convaincu que l'art avance, chemine avec l'évolution des savoirs au sens large, tous les savoirs de l'humanité. Revisiter l'histoire de l'art, c'est revisiter l'histoire de plein d'autres disciplines en réalité. Donc cette façon de faire se rejoindre des champs de savoir différents comme vous le faites avec l'ADN Dance Living Lab, ça me semblait cohérent. C'est aussi renouer avec la tradition de cette maison. Le palais de Chaillot a été construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1937, à l'époque qu'on appelait exposition internationale des arts et des techniques dans la vie. Et cette façon comme ça de célébrer toute forme de savoir lors de ces grandes expositions universelles, c'est ce qui a été pensé pour ce bâtiment, parce qu'il y a un théâtre, mais il y a des musées, il y avait plein d'autres choses. Et voilà, faire place à ces sensibilités multiples, à ces savoirs multiples, c'est aussi ce que Paul Valéry a inscrit sur l'un des frontons, qui dit, alors de mémoire, « Il dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise, ceci ne tient qu'à toi, ami n'entre pas sans désir ». Donc cette invitation à venir chargé de sa sensibilité, chargé de son savoir pour rencontrer ce qui se trouve là. Et soit on l'active par qui on est, soit ça se tait, et soit c'est une tombe. Donc voilà, je crois que c'est juste aussi un peu renouer avec la tradition de ce grand bâtiment qui tente de faire face à la Tour Eiffel. Et alors, en tant que chorégraphe, je pense qu'on aimerait toutes et tous savoir ce qui t'a frappé dans cette rencontre avec Céline, et ce qui a donc par la suite nourri ce travail auquel nous venons d'assister. Vous savez, je crois, en tant qu'artiste, voilà, des fois, on a une approche plus conceptuelle des choses, plus organisée, puis il y a des choses qui sont très intuitives. Souvent, j'aime bien rappeler qu'on se forme à l'art par l'école de l'art, mais aussi par l'école de la vie. Et la première fois que j'ai rencontré Céline, c'était donc à une rencontre organisée par l'ADN, et cette simplicité à passer du monde visible au monde invisible, ça a résonné très fort chez moi, voilà, pour l'éducation que j'avais reçue, une famille assez traditionnelle, où enfant, quand vous aviez un souci, on ne vous emmenait pas tout de suite voir le docteur, mais on passait peut-être d'abord chez le shir, le shir qui est une sorte de sage dans les communautés maghrébines, quelqu'un. Et cette évidence-là à faire confiance à des choses qui peuvent être tabous dans d'autres cultures, en rencontrant Céline, qui elle a quelque chose de plus articulé par rapport à ça, j'ai eu envie de me rapprocher de ça, et puis surtout
de permettre cette rencontre entre Laura, qui part dans une forme de transe, hein, comme je disais, elle le contrôle, hein, mais elle peut vraiment se laisser partir. Et je trouvais voilà, que de faire se rencontrer Céline et Laura, ça avait du sens, et puis sans entrer dans la dimension chamanique, spirituelle, ça je laisse Céline en parler, mais en tout cas pour trouver une résonance à ces expériences de transe, parce que je ne sais pas ce que vous avez vécu ce soir, mais je crois qu'on entend les mots de Céline peut-être autrement quand on voit Laura dans cette gyration et dans peut-être l'empathie que vous développez pour Laura, j'imagine. En réalité, j'en suis convaincu et je le sais, mais je respecte voilà, la lecture que vous allez en faire ce soir. Mais c'est en fait une façon dont j'utilise souvent la gyration de Laura, que je mets en relation avec des témoignages, et ça vient compléter des témoignages. Alors j'ai pu le faire dans le passé à partir d'un travail que j'avais fait avec des victimes d'actes de barbarie, de torture, dans différents contextes. Mais donc voilà, ce que j'essaye de faire là, dans cette petite forme, c'est peut-être d'essayer d'éclairer autrement ce que nous dit Céline et réciproquement, c'est-à-dire de voir Laura tourner, accompagner des expériences de transe de Céline et de tout ce que ça lui fait vivre physiquement. C'était ce dialogue-là que je me disais, dans les 4 jours de travail que nous donnait l'ADN, dans le contexte un peu précipité, je trouvais ça très réjouissant de faire se rencontrer ces deux personnes. Voilà. Et quant à toi, Céline, qu'est-ce que tu as tiré de cette rencontre, à la fois avec Rachid et également avec l'interprète Laura ? 2 réponses. La réponse courte, pour commencer, c'est je vous partage la réponse d'un ami qui est moine depuis 32 ans sur l'île Saint-Honorat, qui est une petite île en face de Cannes. Et quand je lui dis, écoute, sans prétention, mais je lui dis, je commence à comprendre ce que je touche du doigt, comment j'arrive à expliquer ça par mots. Et il me dit, on ne peut pas, il reste la métaphore, le poème ou l'art. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et justement, voilà. Et la deuxième réponse que je ferai, c'est, en fait, il y a quelque chose qui se joue pendant que Laura est en gyration. Je vous fais juste un très court, c'est que dans toutes les cosmogonies du monde, la cosmogonie, ce sont les mythes de la création du monde, dans tous ces mythes, dans toutes les tribus, il y a un arbre cosmique. Et en fait, cet arbre cosmique, par sa stature, parce que les feuilles poussent, tombent et ça repousse, il rejoue la création du monde. Ces arbres sont devenus votifs au Japon. Donc on accroche effectivement des vœux sur ces arbres parce qu'ils rejouent la création du monde et qu'on emporte avec la création du monde son souhait. Mon costume, je porte en fait les vœux des gens sur mes costumes, donc il n'est pas en photo sur... voilà, le premier costume que vous voyez, c'est un de mes premiers costumes, le deuxième n'est pas en photo sur les réseaux. Et donc à chaque fois que je rentre en transe, je rejoue symboliquement la création du monde. Et du coup, par cette gyration, pour moi, Laura rejoue aussi à ce moment-là la création du monde. Donc il y a une espèce de truc qui se crée à ce moment-là. Merci beaucoup à tous les deux et à tous les trois, si on prend en compte Laura. Merci. Je vous propose de passer maintenant sans plus attendre à l'édition 2021 de l'ADN Dance Living Lab. Et pour en parler, j'accueille tout de suite sur scène son directeur artistique, Maxime Fleuriot. Et le passage au micro, comme à chaque fois. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte de ce projet, de son intention ? Pourquoi est-ce finalement la danse et pas un autre art vivant qui est au cœur de ce projet, l'ADN Dance Living Lab ? Dans les discussions de démarrage avec Adrien de Blanzy, qui est le président de l'ADN, son envie était de pouvoir parler, communiquer voilà, les intentions de l'ADN, les idées portées par l'ADN autrement, et de toucher autrement le public, autrement les spectateurs, donc par le biais du corps, par le registre des émotions. Et puis il s'avère qu'Adrien a aussi un parcours de chorégraphe antérieurement. Donc c'est un médium qui nous semblait intéressant, qui lui semblait intéressant, pour pouvoir voilà, porter ses idées. Moi, ce qui m'a séduit dans sa proposition, c'était l'idée d'un décloisonnement. On est souvent, dans nos milieux professionnels, un petit peu enfermés dans une communauté. La danse en est une. Et je trouvais beau de pouvoir, comme ça, décloisonner, faire se rencontrer des personnes qui, d'ordinaire, ne se rencontrent pas forcément.
Et c'est d'ailleurs le cas, je pense, ce soir, dans le public de cette salle est extrêmement composite. Voilà. Et est-ce que tu peux nous éclairer sur les prochaines grandes étapes du travail des jours à venir ? Oui, donc là on va découvrir les 4 binômes qui contribuent à cette nouvelle édition. Je te laisserai, Nastasia, les présenter. Juste avant de dire quelles sont les prochaines étapes, dire que c'est un panel de chorégraphes féminins. C'était important pour moi, pour nous, que ce soit 4 femmes chorégraphes qui soient présentes dans cette édition, 4 femmes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, 4 femmes puissantes, comme dirait Marianne Diaye, on en rajoute une, voilà, très singulière. Elles vont travailler en lien avec des chercheurs pendant 3 jours dans Chaillot pour élaborer une petite forme scénique de moins de 10 minutes qui sera présentée la semaine prochaine, les 4 et 5 novembre. Voilà. Elles sont accompagnées donc d'un chercheur, et pour chaque binôme, il y aura un vidéaste qui va suivre le travail et qui va réaliser une trace, un geste artistique qui sera diffusé ensuite, après le 4 et le 5 novembre, dans la quinzaine de jours qui suit. On pourra découvrir ce travail vidéo également. Merci beaucoup, Maxime. Merci. C'est donc le moment d'initier. C'est donc le moment, je le disais, d'initier ces rencontres inédites. Le travail va débuter maintenant. Une pensée va rencontrer une œuvre. Un penseur va rencontrer une chorégraphe. Notre premier duo réunit une chorégraphe autodidacte et un homme de science. Nacera Bellaza est l'une des plus grandes chorégraphes contemporaines. Elle étudie le mouvement, sa répétition, son étirement jusqu'au lâcher-prise, dans une exploration au moins autant esthétique que métaphysique. Ce soir, elle sera pour la première fois en dialogue avec Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences et directeur de recherche au CEA, Centre pour l'énergie atomique. Étienne Klein est aussi un passionné d'ultra-trail, donc ces courses de l'extrême, où l'on met son corps à l'épreuve sur de très longues distances. C'est le sujet de son dernier essai, L'esprit du corps, qui va paraître ces jours prochains aux éditions Robert Laffont. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Nacera Bellaza et Étienne Klein. Bienvenue à tous les deux. Alors, Étienne Klein, vous êtes un spécialiste de la matière et de la question du temps. Et vous expliquez donc dans votre dernier essai que vous éprouvez également vos idées par le biais du corps. Est-ce qu'il y a un point de contact entre cet esprit du corps que vous décrivez et la pratique de la danse ? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, a priori non, mais là je suis obligé de dire que oui, sinon ça va tomber. Alors, ce que j'appelais l'esprit du corps dans ce livre, c'est une façon d'exprimer ce que Spinoza, dans l'éthique, il y a un chapitre dans lequel Spinoza pose la question « Que peut un corps ?» Et contre Descartes, il dit « On n'en sait rien, parce qu'on ne connaît pas la nature du couplage qu'il y a entre l'esprit et le corps, on dirait aujourd'hui entre le mental et le corps. » Et Deleuze a commenté ce texte en disant « Finalement, ce que peut ton corps, ça n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi. » Et ce que j'appelle l'esprit du corps, c'est le fait que notre corps peut faire des choses qu'il ne peut pas faire, parce qu'il n'est pas seul au monde. Il est animé par un esprit qui est le mental, qui est soit son allié, soit son ennemi, mais en tout cas, il y a une sorte d'interaction assez mystérieuse qui fait que le corps dépasse ses capacités physiques. Bon, l'ultra-trail, c'est un exemple. Personne ne peut faire l'ultra-trail, et pourtant plein de gens le font. Donc il y a une sorte de contradiction. Et en discutant à propos de la danse, je me suis rendu compte que l'esprit du corps, c'est aussi le fait que le corps s'exprime au-delà de ce qu'on appelle le langage corporel. Le corps, il est parlé, c'est pas simplement de la communication, il est parlé par ses gestes, par ses mouvements, par ses souffrances, par ses extases éventuellement. C'est-à-dire que nous sommes parlés par nos corps dans toutes les manifestations que nous lui octroyons, et la danse est une façon de mettre en scène, si j'ose dire, ce verbiage du corps qui est beaucoup plus profond que celui qu'on résume par l'expression langage corporel.
Alors vous, Nacera, votre travail porte en grande partie sur la notion d'imaginaire, c'est une dimension très très forte. Qu'est-ce que vous cherchez à explorer dans ce rapport entre imaginaire et corps? Alors, bonsoir. L'imaginaire s'est imposé à moi parce que une des premières choses qui était évidente, c'était que je voulais que mon corps soit l'endroit de tous les possibles. Donc j'avais cette comparaison première de la page blanche. Je me suis dit comment il est possible de faire que ce corps devienne vraiment le réceptacle de tout ce que je peux non pas faire, mais ce que je peux imaginer. Et ça m'a indiqué un chemin de liberté beaucoup plus grand que celui de contorsionner mon corps, lui faire des choses, lui apprendre une somme de choses, mais vraiment de le libérer par le biais de l'imaginaire. Donc pour moi, l'imaginaire, c'est ce levier, c'est ce qui va permettre une sorte de décrochage par rapport à mon corps tel que je l'habite au quotidien. Ensuite, une seconde notion, c'est greffée immédiatement à celle de l'imaginaire, c'est celle du lâcher-prise. C'est-à-dire que si je veux que cet imaginaire prenne en quelque sorte possession de mon corps et de mon esprit, je dois céder. Et cette capacité à céder et à être mue par autre chose, par une forme d'invisible, m'a aussi donné le sentiment que c'était un endroit de liberté beaucoup plus grand que celui, encore une fois, des possibilités physiques du corps. Donc je pense que ce qui a motivé ça, c'est vraiment un désir extrêmement fort de vouloir être libre. Quand on a comme outil son propre corps, et je suis, comme vous le disiez, autodidacte, j'avais cette crainte très forte de m'enfermer à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de ce que je pouvais faire avec. Et donc il a été question de repousser les limites peu à peu jusqu'au moment où je me suis rendu compte, parce que ça fait effectivement des années que je travaille là-dessus, je me suis rendu compte que beaucoup de choses étaient de l'ordre du leurre en fait. Et qu'à partir du moment où on le sait, on sait que les peurs vont venir, vont surgir, et qu'on sait qu'il y a à chaque fois, on en parlait encore cet après-midi en répétition, il y a un chemin de possible. Alors ça devient voilà, une exploration sans fin de contredire en permanence qui on est, qui on croit être, quelles sont nos propres limites, etc. Et je pense que c'est cette exploration, ce dépassement qui, moi, me fascine dans la danse. Et vous dites parfois à vos interprètes de quitter leur corps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, bon, voilà, c'est vrai qu'avec ce qu'on vient de voir, on pourrait penser que c'est une forme de transe, mais c'est... on en parlait tout à l'heure, je vous disais que j'ai besoin pour pouvoir actionner l'imaginaire, de maintenir le corps et tout ce qu'il y a derrière, surtout, c'est-à-dire la volonté, la mécanique physique, l'intention, etc., de le maintenir dans un état d'inertie, en fait, de non-mouvement. Donc on désamorce tous les mécanismes de mouvement, que sont la volonté, l'envie, le désir, etc. Tout ça doit être désamorcé de façon à laisser la place à l'imaginaire. Tout ce que j'explique de façon un peu, on va dire, compliquée, l'enfant, en fait, y accède très facilement. Donc c'est vraiment, faut pas oublier ce versant-là. C'est-à-dire que c'est vraiment, je décris finalement ce qu'un enfant va faire le plus spontanément du monde. Donc c'est vraiment comment laisser place à cet imaginaire, et donc on cède la place, physiquement, on cède la place avec le mental, avec tout ce qu'on investit dans son propre corps, sa manière de s'habiter, tout ce qu'on sait de soi, tout ça doit se défaire de façon à vraiment à ce que... et donc quitter le corps, ça revient à ça revient à renoncer à ce qui met mon corps habituellement en mouvement pour pouvoir actionner d'autres moteurs. Étienne Klein, que vous évoque justement ce travail sur la notion de lâcher prise, sur le fait de faire sauter ses verrous, de quitter son corps. Bon, ça me rend jaloux en fait, parce que moi j'arrive pas à quitter mon corps. Moi non plus. Par contre, j'arrive à ne pas y être présent. Ça veut pas dire que je l'ai quitté, ça veut dire que j'en ai pas conscience. Et par exemple, quand on pense à ces courses là qui sont très longues, il y a évidemment des moments où on a mal. Et tout le jeu, c'est de considérer que ce qui a mal, c'est une partie du corps et pas tout le corps. Et d'ailleurs, la langue nous trompe, parce que, par exemple, si vous dites « j'ai mal au genou », c'est vous qui avez mal. Alors qu'il y a d'autres langues, comme l'espagnol, dans lesquelles on dit « mon genou a mal »,
ce qui est une façon de maintenir la douleur à distance et de ne pas être embarqué complètement par cette douleur physique. Murakami, l'écrivain japonais qui court des 100 km, a cette belle formule, il dit « La douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle ». Donc on est forcé d'avoir mal physiquement, mais on n'est pas obligé de convertir une souffrance physique qui est locale en une souffrance psychique qui serait globale. Et avant la course, on a tous mal quelque part. Donc on va tous chez l'ostéopathe, pas le même, il y en a plein. Et moi, je suis allé voir un ostéopathe, j'ai dit j'ai mal au genou. Et il m'a dit tout de suite, vous avez un problème de couple. J'ai dit non, pas plus que d'habitude, mais là j'ai mal au genou. Il m'a dit c'est un problème d'articulation entre le je et le nous. Et là j'ai compris qu'il était lacanien. Donc je suis allé voir un kiné. Si je peux juste rebondir là-dessus, justement, comment nous on évite justement la souffrance, parce qu'à force de répéter certains mouvements, on peut imaginer, et donc j'ai bien entendu comment vous la contourniez, ou plutôt comment vous la minimisiez, en fait, en disant c'est le genou qui a mal. C'est une façon peut-être, je ne sais pas, j'avance ça. L'imaginaire, nous, on s'en sert comme diversion. Parce qu'en fait, si vous dites à quelqu'un de façon frontale « lâche prise », il ne lâchera pas. Personne ne lâche. On a même l'effet inverse qui se produit. Par contre, si on occupe l'esprit à autre chose, on l'hypnotise en quelque sorte par cet imaginaire qui se reproduit à l'infini. Pendant ce temps, il est possible de lâcher. Et la souffrance, enfin la douleur physique peut surgir en chemin, mais elle devra se dissoudre. Dans notre cas, elle devra se dissoudre pour laisser place, encore une fois, à l'imaginaire. Et on se rend compte que, alors non seulement qu'elle n'était pas aussi importante qu'on le pensait, mais voire même après... quelque part, on a presque réharmonisé le corps, en fait. On a réussi presque à l'effacer. Oui. Non, en fait, on peut avoir mal et continuer la même chose que celle qui a produit la douleur et ne plus avoir mal. Parce que le corps produit des analgésiques, sans doute. Ça ne marche pas à tous les coups, c'est ça le piège. Ça doit marcher parce que c'est sur un plateau, donc ah oui. on fait en sorte que ça marche. Mais nous, on est obligé d'aller au bout, mais voilà, il y a des moments où c'est vraiment très difficile, il faut abandonner. Et toutes les études, parce que ça intéresse beaucoup les médecins, montrent que ceux qui abandonnent ne vont pas plus mal que ceux qui continuent. C'est plutôt dans la tête, disons, c'est l'esprit du corps qui a lâché le corps, en fait. Et alors, est-ce que vous avez des pistes de travail en commun qui se dessinent, des ponts à tracer? Et trop, il y en a plein. On a parlé, évidemment, un peu. Moi, j'ai regardé quelques spectacles. Évidemment, ça fait penser à... notamment ce spectacle qui s'appelle L'Onde, je crois. Évidemment, quand on regarde ce type de spectacle en étant physicien, on a des biais et ça produit des métaphores. Une métaphore en grec, ça veut dire déménagement. Donc on déménage des idées d'un endroit vers un autre, et c'est ce qui fait que ce genre de discussion, qui est très rare, malheureusement, est très précieux, c'est qu'en fait, moi, je vois une expression théâtrale de ce qu'on appelle le vide quantique. Le vide quantique, c'est l'état minimal, d'énergie minimale de la matière, c'est-à-dire les particules sont là, elles sont présentes, mais elles ne sont pas réelles. C'est-à-dire elles n'ont pas l'énergie nécessaire à leur pleine incarnation. Elles ont une masse m, mais leur énergie est moins que mc carré, la formule d'Einstein, donc elles sont complètement fatiguées, elles sont endormies un peu, comme des belles au bois dormant, et il leur manque l'énergie qu'il leur faudrait avoir pour être pleinement incarnées. Et nous, on leur donne l'énergie qui leur manque en faisant des collisions de particules, grâce à des accélérateurs qui coûtent très cher. Merci. Et on leur donne l'énergie qui leur manque. Du coup, elles avalent cette énergie, elles sortent du vide quantique en devenant réelles. Et votre spectacle me fait penser à ça, puisque au début, vous tournez une sorte de gyration un peu plus lente que celle qu'on vient de voir. Donc c'est ce qu'on appelle le spin. Le spin, c'est le mouvement orbital, c'est le mouvement de rotation des particules sur elles-mêmes. Vous avez la tête penchée. Voilà, vous êtes un peu replié. Donc il n'y a pas de chorégraphie au sens de grand saut au travers de la scène qui montrerait toute l'énergie que vous avez. C'est une position un peu de repli ontologique. Et ça, c'est vraiment le vide quantique. Et l'idée de spectacle que je pourrais vous proposer, c'est de prendre au sérieux la physique quantique qui nous dit que, pensez aux chambres à bulles.
chambres à bulles, c'est des détecteurs des années 50. On voit les traces des particules laissées dans un milieu liquide qui est maintenu en surpression. Puis on lâche la pression de sorte que les particules sur leur passage, elles déclenchent l'apparition de petites bulles qui vont marquer leur trajectoire. Et quand on voit ça, on dit tiens, les particules sont des corpuscules, des points matériels qui se déplacent dans l'espace. Mais en fait, la bonne lecture quantique de l'affaire, c'est de dire non, c'est des ondes. C'est des ondes qui sont partout présentes dans l'espace. Simplement, elles manifestent une position particulière, précise, à chaque fois qu'on les interroge. Mais entre deux positions successives, elles n'ont pas de trajectoire. C'est assez difficile à comprendre. Mais moi, je me disais, on pourrait mettre ça en scène avec une scène complètement noire et puis un danseur ou une danseuse qui apparaît sous un éclairage momentané, à une certaine position, je veux dire à un certain endroit, dans une certaine posture, puis on coupe la lumière, c'est le noir à nouveau, et le danseur ou la danseuse réapparaît ailleurs, sans qu'on puisse le prévoir, c'est l'aléa quantique, dans une autre position, etc. Et ça serait une sorte de chorégraphie qui montrerait des intermittentes du spectacle que sont les particules élémentaires. En un mot, Nacera, vos attentes. Le spectacle, il est fait. Donc voilà. Que pensez-vous de cette proposition? J'ai plus qu'à faire les costumes. J'arrive toujours. Merci beaucoup à tous les deux. On a évidemment hâte de voir votre interprétation, Nacera. Il était donc la question de lâcher prise, d'espace, d'imaginaire. Je vous propose maintenant d'affronter des histoires marquées par la gravité, des récits pour autant qui peuvent être joyeux. Notre deuxième artiste invité déploie son répertoire à travers le chant, la danse et le récit. Originaire du Rwanda, elle avait fait des événements sanglants de l'année 1994 la matière de son premier spectacle, Samedi détente. Dorothée Munyaneza a ensuite prolongé cette réflexion en choisissant de travailler sur la question des violences, et particulièrement les violences faites aux femmes en contexte de guerre. Une réflexion à la fois autobiographique et politique, qui fait écho au travail mené par la philosophe Elsa Dorlin. Professeure à l'université de Paris 8, elle s'intéresse à l'imbrication entre les rapports de genre, de race et les logiques de domination. Elle vient de faire paraître aux éditions Libertalia Feu, un abécédaire contemporain qui rend hommage à la diversité des féminismes. Elle est également l'autrice d'un essai remarqué intitulé « Se défendre, une philosophie de la violence ». Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir en duplex ce soir Dorothée Munyaneza et Elsa Dorlin. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors ma première question est pour vous, Dorothée. Dans votre dernier spectacle, Maï, vous mettez en scène des femmes. C'est un spectacle sur la mémoire, un spectacle sur les récits, et un spectacle qui laisse également émerger un discours politique sur la place des femmes, et notamment la place des femmes afrodescendantes. Que nous racontent ces corps et ces voix que vous avez mis en scène ? Bonsoir et merci. Je vais juste vous corriger légèrement sur ce que vous avez énoncé par rapport à moi. Il ne s'agit pas tout simplement des événements sanglants qui ont eu lieu au Rwanda, il s'agit d'un génocide, le génocide des Tutsis. Et j'aime bien l'annoncer correctement pour qu'on sache exactement ce dont il s'agit. Et Maï, effectivement, est une pièce où je rassemble plusieurs femmes, des femmes pluridisciplinaires, africaines, afrodescendantes, qui sont éparpillées dans le monde. Et j'avais envie de les rassembler sur un même plateau pour raconter à travers nos mémoires intimes et collectives, des mémoires dont nous portons les traces indélébiles, fécondes, qui façonnent notre quotidien dans les pays où nous habitons, que ce soit maintenant dans la diaspora, en Europe ou en Haïti, de l'autre côté de l'océan. Et j'avais envie que nos corps et nos récits, à travers nos langues multiples, l'anglais, le français, l'espagnol, le Kinyarwanda, le somali, puissent être comme des espaces d'écho
pour parler justement de nos vies qui sont étroitement liées à la politique de nos pays respectifs, mais aussi des politiques des pays où nous sommes installés, où l'histoire nous a emmenés, que ce soit l'histoire de nos ancêtres ou les histoires de nos parents, et aussi des choix personnels, et pour donner à entendre et à voir des visages de nos humanités liées. Et donc pour moi, Maï est une histoire multiple, est une pièce pluriforme, protéiforme, où il se rencontre donc des langues, des corps, des voix, des costumes, des espaces sonores aussi, pour parler de nous, de ce qui fait nous, justement, de ce qui fait corps, de ce qui fait au-delà de l'intime, mais aussi de l'histoire, de nos histoires mêlées. Merci, et je précise qu'effectivement, vous avez eu raison de me corriger, puisque les mots sont politiques et on a trop souvent tendance à euphémiser la violence. Ce qui me fait une transition aussi sur votre propos, Elsa Dorlin, puisque vous parlez de violence politique dans votre dernier essai « Se défendre », mais que vous évoque ce travail sur le récit, sur l'archive, cet entremêlement entre histoire et histoire intime? Mais c'est un écho assez intense avec la façon dont moi j'ai procédé dans mon travail philosophique, dans cette philosophie de la violence, puisque ma position a plutôt été à l'encontre de toute une tradition plus classique probablement, de penser la violence depuis la mémoire, l'histoire des corps et des peuples et des soulèvements qui n'ont pas eu d'autre choix que de défendre leur vie, puisqu'il s'agissait de penser depuis des histoires et des archives et des pensées afrodescendantes, africaines-américaines, caribéennes, et qui portent en elles une histoire d'être des vies tuables, d'être des vies blessables, et faire l'histoire de la violence en se situant précisément dans cette généalogie. C'était montrer comment les questions de la violence ou la question justement de la violence politique, elle est d'abord celle des récits et des pensées et des résistances des corps qui au quotidien et de façon prosaïque déploient une myriade de tactiques de survie pour faire famille, pour faire lien, pour préserver des filiations, des mémoires et des noms. Et donc moi, ma perspective a été très incarnée dans une certaine mesure, puisque j'ai pris justement j'ai appréhendé la violence dans son intimité presque musculaire, presque charnelle, en faisant une histoire aussi des corps et des chorégraphies d'autodéfense, et notamment à partir de l'analyse des danses des personnes esclavagisées, de voir comment ces danses ont été aussi des façons de s'entraîner de façon physique et de façon clanique pour pouvoir survivre à un régime d'extermination et de mort. Alors c'est vous, Dorothée, qui avez émis le désir d'être associée avec Elsa Dorlin pour ce projet l'ADN Danse. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés et qu'est-ce qui a vibré de cette rencontre? Oh oui, enfin, quand Maxime Fleuriot m'a invitée, j'ai tout de suite oui dit j'aimerais pouvoir collaborer avec Elsa Dorlin. J'ai eu la grande chance de la rencontrer lors d'une résidence que je faisais, et elle d'ailleurs aussi, à la Fondation Camargo à Cassis. Et quelques semaines plus tôt, Gisèle vient me parler d'elle. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est un alignement de choses qui font que cette rencontre pouvait être possible. Et quand j'ai eu la proposition donc pour faire
cette rencontre avec une binôme, Elsa Dorlin, m'est apparue comme l'évidence même. Enfin, son travail résonne fortement chez moi. J'ai l'impression qu'elle me comprend, j'ai l'impression qu'elle a saisi des choses qui me sont chères, qui m'habitent, qui me bouleversent. Et je ne pouvais pas ne pas proposer Elsa, en fait. C'était à la fois évident et aussi un souhait très, très fort. Et je sens que mon envie de continuer à creuser, à tisser des liens, à essaimer ailleurs et déborder et faire des rencontres était importante aussi via celle-ci avec Elsa. C'était très important pour moi et j'ai été tellement touchée qu'elle puisse dire oui pour qu'on puisse oui, collaborer et je me réjouis de ce que cette rencontre va donner. Alors, est-ce que vous savez justement ce sur quoi vous allez vous rencontrer pour la suite? Est-ce que vous avez des pistes de travail en commun? Elsa, je te laisse répondre. Oui, en fait, il y a une constellation de pistes parce que, comme le dit Dorothée, je crois que nous devions nous rencontrer et on se rencontre et l'œuvre de Dorothée, le travail de Dorothée est tellement en écho avec une sensibilité, une attention, une acuité à ce que j'essaie également de construire avec le texte dans une certaine mesure. Et les pistes sont, je pense, très tendent vers une réflexion commune sur la façon dont nous pouvons penser justement le corps comme une archive, mais aussi comme une forme de réparation et de justice à des mémoires et à des vies qui ont été englouties ou ensevelies dans ce qui constitue des territoires dévastés et saccagés par la violence extrême. Et je crois que le point probablement qui nous rassemble et qui fait que l'on s'entend avec Dorothée, c'est cette idée selon laquelle il ne s'agit pas seulement de réfléchir à ce que la violence nous a fait ou la façon dont elle nous a transpercés et traversés, mais aussi de voir ce que l'on peut faire de la violence et comment on peut, en tout cas, tenter de s'élever ou à la mémoire justement de ceux qui ne sont plus, de continuer à habiter un corps et un monde commun. Je n'ajouterai rien. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. On a évidemment hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour voir le résultat. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant le troisième duo de la soirée, celui entre une artiste multifacette née à Tokyo et une philosophe championne d'aïkido venue de Corse. Interprète prodige, Kaori Ito a dansé avec les plus grands chorégraphes. Aujourd'hui, elle déploie son propre vocabulaire chorégraphique en puisant dans la tradition japonaise. Elle s'attache à faire danser l'espace et à rendre visible l'invisible. Coralie Camilli est philosophe et elle pratique à haut niveau l'aïkido ainsi que la boxe thaï. Dans son essai « L'art du combat », elle prend l'aïkido comme point de départ pour réfléchir à ce que peut le corps. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Kaori Ito sur scène et en duplex, Coralie Camilli. Bonsoir Kaori. Bonsoir. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Alors Kaori, vous avez vous-même pratiqué l'aïkido. En quoi cet art martial fait lien avec tout votre travail sur l'invisible? Déjà la danse, moi je pense que quand on danse toute seule, c'est pas la danse. Quand je suis en train de danser, apparemment la personne qui me regarde danser active 20% de votre cerveau. Donc vous êtes gagnant parce que si je danse maintenant, vous êtes en train de danser et dépenser votre énergie.
Donc, pour moi, la danse, c'est un dialogue déjà. Donc, la danse, c'est pas une forme que je suis en train de vous donner, mais c'est quelque chose qui se passe entre nous, entre celui qui me regarde danser et celui qui danse. Et dans cette chose, il y a une énergie invisible qui circule entre nous. Et on ne sait pas ce que c'est, ça ne se voit pas. Mais en même temps, on sent une japonaise qui est en train de parler, peut-être elle va faire une blague. Vous sentez cette énergie-là et qu'il y a des points de rencontre comme un aikido, comme on a parlé avec Coralie. Le fait qu'en fait, il y a des adversaires qui envoient cette énergie autre que nous, autre que moi. Et que moi, je dois recevoir cette énergie et de convertir donc cette énergie dans une façon un peu plus comme une rencontre. Donc, ce n'est pas qu'on lutte, mais c'est de convertir cette énergie dans une forme de rencontre. Et après, c'est vrai qu'on parle de théâtre aussi, le lieu de théâtre, le lieu dans lequel on est, en fait, c'est rempli, le théâtre est rempli de fantômes. Le théâtre est rempli des artistes qui sont passés, il y a des traces partout, et que même s'il y avait des travaux, il y a quand même des vécus. Donc on parle de tout ça, d'une forme de rituel. Aussi, Aikido, c'est une rituel, la danse, c'est une rituel, le théâtre même, c'est un endroit sacré de rituel. Donc c'est une forme de rituel pour rendre hommage aux fantômes ou des invisibles qui nous ont traversés. Et c'est aussi de danser vraiment avec l'espace vide qui est plein. L'aïkido est aussi un art martial du geste. Dans votre ouvrage, Coralie, vous revenez avec beaucoup de précision sur la différence entre geste et mouvement. Et qu'est-ce qui fait pour vous, justement, l'essence du geste parfait ? Alors, merci de la question, et puis bonsoir à Kaori ainsi qu'à tout le monde. Je commencerai par dire que ce qui était important pour moi concernant la pratique de l'aïkido et la pensée philosophique que j'ai essayé d'y appliquer, c'était de comprendre le temps et l'espace à partir du corps, c'est-à-dire se servir du corps véritablement comme un outil non seulement de pratique, mais aussi de pensée. Et ce à quoi il m'a servi, c'est essentiellement dans mon court essai publié aux presses universitaires de France, L'Art du combat, à faire deux distinctions conceptuelles qui me semblent importantes. La première, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est une distinction que je fais entre le geste et le mouvement. Et puis ensuite, comme Kaori l'a évoqué très rapidement, c'est l'idée de conversion entre la force et la puissance. Alors, pour dire un mot sur la différence entre le geste et le mouvement, eh bien, je crois que le mouvement est ce qui dépend de la durée, c'est-à-dire d'un rapport au temps qui est reproductible, segmentable, fragmentable, c'est-à-dire qu'on prend par exemple dans une chorégraphie, si on parle de la danse, ou dans la reproduction d'un kata, si on parle de l'aïkido, la main doit aller du point A au point B, et pour se déplacer, eh bien, elle traverse l'espace en segmentant, en fragmentant plusieurs points différents. Donc le mouvement dépend de la durée. Il se reproduit, il segmente, il fragmente, il est en gros un assemblage mécanique précis et pouvant même, le cas échéant, eh bien, pouvoir tendre à la perfection. Mais le geste, à mon avis, ne dépend pas de la durée, mais beaucoup plus d'un temps moins segmentable, moins fragmentable, moins temporalisé, qui est le temps du surgissement. Le geste, pour sa part, appartient donc à mon avis à une autre dimension. Il est intuition et volonté pris ensemble, saisis ensemble au moment adéquat. Il ne suit aucune trajectoire, il dépasse toute durée. Il est en gros un rapport pur et direct au temps et à l'espace. En gros, le mouvement se travaille et le geste advient, survient. Voilà la distinction que je fais. Et évidemment, le mouvement peut être travaillé jusqu'à devenir un geste, mais il n'y a que le geste qui peut faire l'objet d'une forme de perfection, parce que la perfection, je la définis comme prenant en compte une sorte d'économie, de principe d'économie. Alors là, les philosophes ont été nombreux à l'évoquer. Je citerai Leibniz et Bergson, par exemple, qui ont tous les deux pensé et la temporalité et le corps d'une certaine façon.
eh bien, le principe d'économie, en quoi il joue dans la perfection, eh bien, je pense que tout simplement, un geste parfait, c'est quoi? C'est un geste qui fait l'économie du superflu. Et ça, on peut le voir en aïkido, on peut le voir également dans la boxe thaïlandaise, que j'ai le plaisir de pratiquer également. Et puis, peut-être que c'est un concept aussi qu'on peut appliquer à la pensée. Qu'est-ce qu'une pensée parfaite? Eh bien, c'est peut-être une pensée qui fait l'économie de tout ce qui pourrait se surrajouter. Voilà, de manière reproductible, segmentable, fragmentable, assemblage mécanique de choses qui ne sont pas nécessaires à la pureté du geste ou de la pensée. Voilà. Alors vous, Kaori, mais vous également, Coralie, en tant qu'aïkidoka, et vous en tant que chorégraphe et danseuse, est-ce que vous avez eu déjà l'impression d'exécuter ce geste parfait? Non. Et par exemple, enfin, je voulais, par exemple, si je fais ça et que vous voyez que, enfin, dans votre tête, vous voyez que c'est parfait, ben c'est parfait. Et si je fais la même chose et que vous voyez que c'est pas parfait, ben c'est pas parfait. Enfin, en fait, ça dépend des perceptions de choses. Il y a des enfants qui sont pas beau, mais on laisse dire que il est très beau. Enfin, oui, il y a plein de choses. Alors, moi, j'ai l'impression que s'il y a un acte qui est parfait, ça serait la mort. Pourquoi? Parce qu'on lâche tout, en fait. Après, il n'y a plus rien. Alors, on n'a qu'à dire que c'était parfait parce qu'il n'y a personne qui va dire que si c'était parfait ou pas, parce qu'on ne sait pas. Et vous, de votre côté, Coralie, cette idée de geste parfait, est-ce que vous l'avez exécuté ou vu exécuter? Alors, j'ai un souvenir très précis du jour où j'ai pu le voir, ou en tout cas le percevoir. C'était lors d'un séjour au Japon dans la province de Saitama, où j'étudiais en parallèle de ma formation en aïkido les techniques du sabre japonais, du maniement du katana. Donc c'était une école de sabre traditionnel japonais dans la province de Saitama, où on suivait les cours d'un professeur japonais descendant d'une famille de samouraïs qui s'appelle Kuroda Tetsuzan, et avec lequel on avait la chance de suivre 5 heures de cours de sabre tous les matins, avec donc différentes techniques de maniement. Et puis, alors évidemment, on a entendu évoquer les uns et les autres parler de la douleur. C'est vrai que le sabre, c'est très très lourd à porter. C'est vrai qu'on a mal au poignet, les épaules qui se déboîtent, on a des coupures à peu près partout. Et au-delà de la douleur et puis au-delà de l'effort de répétition des mouvements, oui, la survenue et la vue du geste parfait, je l'ai vu lorsque le professeur un matin a dégainé le sabre d'une manière presque invisible ou imperceptible à l'œil nu. C'était beaucoup trop rapide pour s'inscrire justement dans la durée. C'était de l'ordre du surgissement pur, et c'était une beauté qui a duré de manière absolue et puis en même temps absolument concentrée dans une fraction de seconde. Et là, on voit la vie et la mort de manière rassemblée. On voit la création et la destruction de manière complètement unie. Et là, oui, c'est une expérience visuelle absolument impressionnante. Et puis là où j'ai pu l'expérimenter moi-même avec mon propre corps, c'est pas tellement en aïkido, c'est plutôt en boxe. J'aimerais très rapidement revenir sur l'idée de lâcher prise, qui a été également évoquée précédemment. Je pense que c'est une notion très très importante qu'on retrouve pour le coup en danse, en aïkido, mais également dans la pratique de la boxe. La principale différence, évidemment, c'est que en boxe, contrairement en aïkido, on n'a pas affaire à un partenaire, mais beaucoup plus à un adversaire. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, avec l'aide de mon professeur, qui sont des champions, qui ont beaucoup plus d'expérience sur la puissance de frappe, sur ce type de choses, mais c'est vrai qu'on remarque que lorsqu'on veut mettre un crochet du droit avec toute la volonté du monde pour faire mal, eh bien oui, ça frappe, ça fait mal. Mais quand on relâche la volonté, quand la conscience se détache du geste, eh bien, tout en étant relâché, il est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'au moment où on renonce à la force musculaire, à l'exercice de la force musculaire, eh bien, il y a l'application de la puissance. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Merci Coralie. De votre côté, Kaori, est-ce que vous avez des pistes qui se dessinent pour cette collaboration, des envies
pour la suite de l'ADN Dance Living Lab? Alors, quand j'ai vu Coralie, sa photo, j'étais là, waouh, c'est une Angelina Jolie, trop jolie, qui est championne d'aïkido, c'est génial. Et que nous, en fait, avec Coralie, ce qu'on se disait, c'est qu'on voulait travailler avec une femme. Donc, ça c'était notre vœu dès le départ. Donc, en fait, ce que j'ai entendu de Coralie et ce qu'on a, après d'avoir discuté avec elle, on sent que cette énergie, en fait, énergie étrangère qui vient vers nous et qu'on doit recevoir, et c'est pour ça qu'on doit musculer, on doit préparer pour recevoir cette énergie à la fois un peu violente, on parle de violence encore une fois, mais et de recevoir, accepter et de détourner ou convertir cette énergie dans quelque chose où on va décider jusqu'où on va aller. Donc Coralie expliquait, on peut casser le bras ou pas. Donc ça se décide ensemble avec cet adversaire qui devient notre partenaire. Ça, je trouve ça dans la société, c'est assez important d'être pas en accord avec quelqu'un qui pense pas pareil que vous, mais de négocier le chemin ensemble et de quand même décider jusqu'où on va aller et où on s'arrête. Et ça m'a fait une réflexion. Autant que femme, en fait, nous, bon, on a le trou. Alors, on reçoit une bite, bon, c'est enregistré, hein, qui va pénétrer dans notre corps. C'est quand même un acte de violence de recevoir une partie du corps qui est complètement étrange. Et ce qu'on s'est dit, c'est que c'est intéressant de travailler cette acceptation de femme. Comment ça se fait? Comment on accepte et quel moment on dit qu'on s'arrête, quel moment on lâche prise et jusqu'à quel endroit on peut lâcher prise et qu'on peut laisser aller et accepter l'autre étranger, en fait. Et du coup, ça, j'aimerais bien travailler sur cet aspect de féminité, comment dans l'aspect féminin, dans le corps féminin, comment on applique cet art de Aikido, la philosophie d'Aikido, doublement, parce qu'au Japon, tout est un peu fait par les hommes, donc le maître d'Aikido, c'est un homme qui a inventé, maître de nom, c'est l'homme, enfin, tout est pratiqué par les hommes, voilà, donc il y a quelque chose peut-être à inventer là-dessus, comment ça peut se faire en tant qu'un corps de femme qui recevoir cette philosophie d'Aikido. Merci beaucoup à toutes les deux. On a vraiment hâte du coup de vous retrouver ici. Nous les retrouvons donc ici même la semaine prochaine. Et vous l'avez à présent compris, l'ADN Dance Living Lab fait dialoguer des personnes qui ne se côtoient pas ou peu, mais aussi des disciplines qui ont l'air éloignées. Nous avons vu que la danse peut rencontrer la physique quantique, la notion de récit, d'archives, mais aussi les arts martiaux et pourquoi pas le sexe, comme vient de le dire Kaori. Nous allons à présent explorer un autre rapport délicat. Nous allons faire se rencontrer l'alpinisme et la danse. Nous allons assister au dialogue entre un philosophe charpentier et une chorégraphe. Elle a délaissé ses études de physique pour devenir danseuse et chorégraphe. Il a délaissé ses études de droit et de philosophie pour devenir charpentier. Aujourd'hui, Jeanne Gallois est une chorégraphe reconnue, artiste associée de Chaillot Théâtre National de la Danse. Son travail, qui part toujours d'une contrainte qu'elle s'impose, cherche à donner une traduction sensible à ce qui peut paraître abstrait. Une démarche qui entre en résonance directe avec le dernier essai du philosophe charpentier Arthur Lockman, intitulé « Toucher le vertige ». Mesdames et messieurs, Jeanne Gallois et Arthur Lockman. Alors Arthur, j'ai beaucoup insisté sur le fait que vous êtes charpentier, mais il se trouve que votre dernier essai fait le récit de votre ascension de l'Aiguille du Tour, l'un des sommets du massif du Mont Blanc, pour nous parler d'abîme et pour nous parler de doute. Qu'est-ce qui s'est révélé lors de cette ascension
et qui vous a permis, comme vous le dites si élégamment, de toucher le vertige? Bonsoir. Je pratique l'alpinisme en tant qu'amateur et j'aime cette activité pour une raison principale, c'est que c'est à la fois une expérience très sensible, très physique, d'un corps qui se déplace dans un milieu plus ou moins hostile, et en même temps, dans cette immensité, face au vide, dans ces endroits très particuliers, qui est le moment dans le terme où la Terre cesse face au ciel, où le sommet s'arrête sous les cieux. En même temps, donc, une expérience métaphysique ou de l'ordre du métaphysique. Et peu à peu, dans un cheminement en haute montagne, se déroule, se tissent des liens, malgré soi, presque, entre cette expérience physique et cette autre expérience métaphysique qui, en fait, se rejoignent pour dissoudre la distinction entre corps et esprit. Et en particulier dans cette ascension de l'aiguille du Tour, qui est une course très facile, sans difficulté particulière, même pour moi qui suis qu'un modeste alpiniste amateur, j'ai eu juste sous le sommet un très grand vertige, c'est-à-dire j'étais tout d'un coup incapable, face au spectacle du vide, incapable de m'orienter, incapable de prendre des repères, incapable de percevoir le monde sensible autour de moi. Et du coup, le vertige, comme on rencontre avec cette fragilité du moment, sur le moment, ce vertige m'a fait prendre conscience du fait que la fragilité était variable et qu'il y avait des liens entre les ressources psychiques dont on dispose à différents moments de sa vie et la façon dont on perçoit l'environnement sensible, entre donc le psychisme et le monde sensible. Et puis l'autre aspect, ou le retour, le pendant de cette expérience, c'est que la sortie du vertige, donc sur la vire où j'attendais ma camarade de cordée, ce qui m'a permis de sortir de cette soudaine solitude qu'est le vertige, où on est tout d'un coup reclus sur soi-même, coupé du monde extérieur sensible. Ce qui m'a permis d'en sortir, c'est la voix de ma camarade de cordée. Et il m'est apparu dans cette expérience, ou plutôt plusieurs années après, en essayant de comprendre ce qui m'était arrivé, pas sur le moment même, qu'il y avait un lien entre la fragilité et l'altérité, ou plutôt j'ai compris quelle puissance on pouvait tirer de l'altérité pour composer avec ces fragilités, quelle puissance donc on gagne à être avec l'autre. Et la cordée en montagne, comme pas mal d'autres activités, mais en particulier une cordée en montagne, est une image de cette puissance tirée du fait d'être à deux ou à trois plutôt que d'être seul. Alors, quant à vous, Jeanne, votre travail porte sur le sacré, le sensible. Qu'est-ce que vous évoque ce que vient de dire Arthur sur cette idée de vertige? Est-ce que vous le recherchez vous-même dans votre travail chorégraphique ou est-ce que vous cherchez à en rester éloigné? Alors, je ne peux pas dire que je recherche le vertige. Du moins, si c'est le cas, c'est complètement inconscient. Et je pense que si c'était conscient, il y aurait une perte d'authenticité dans la recherche de mon travail. Mais pour revenir à ce que dit justement Arthur, c'est marrant parce que moi j'ai beaucoup de vertige aussi, j'ai énormément peur des hauteurs. Comme toi, j'ai des souvenirs d'enfance où je suis restée tétanisée en haut d'un plongeoir avec tous les enfants derrière qui me disent « Allez, saute, saute !» Et puis ma mère qui me dit « Non, saute pas !» Et je me rappelle être restée tétanisée sur ce première émotion de vertige, très forte de vertige, de bloquer. Mais j'ai eu d'autres aussi d'expériences très différentes de vertige qui se rapprochent aussi à des expériences que raconte Arthur dans son dernier livre. Une expérience qui me revient à l'esprit, c'est que, pareil, petite, à l'école, quand j'ai appris, quand on m'a expliqué qu'il y avait une infinité de nombres vers l'infini positif, je pense que je devais avoir peut-être en CE1, ça m'avait fait quelque chose. Et quelques années plus tard, quand on m'a expliqué qu'il y avait une infinité de décimales entre 0 et 1, là, j'ai eu quelque chose de très fort qui s'est passé à l'intérieur de moi. Je ne comprenais pas encore ce qu'on m'expliquait, mais je comprenais qu'en fait, rien n'existe de manière presque intrinsèque. Je ressentais plus ça, j'étais trop petite pour comprendre,
Mais je ressentais un vertige qui était à la fois qui faisait très peur et à la fois qui était très excitant. Et pour en revenir à ta question sur mon travail avec le rapport au sacré, mon intérêt sur les différentes spiritualités, etc., pour moi, le spirituel, il est dans simplement comment vraiment incarner son corps, comment harmoniser, aligner le corps, la parole et l'esprit, pour ne faire plus qu'une ligne, en fait, et laisser descendre quelque chose. Donc, mon travail, il est... Je suis pas du tout... j'ai rien trouvé encore, je cherche de manière encore assidue, parce que je trouve que c'est avant tout ça qui m'anime, qui m'allume, c'est d'essayer d'expérimenter des choses que je vois, de raconter des choses avec le corps par la danse, des choses que je vois chez les autres et chez moi-même. Donc de le traduire par un vocabulaire corporel, mais voilà, je cherche pas comment dire, à atteindre une illumination, une transe. Je cherche juste à dire ce que j'observe chez l'être humain, avec toute ma fascination que j'ai pour son potentiel de perfection et toute mon aversion pour son potentiel de cruauté. Et il y a un vertige d'ailleurs là-dedans, quand on regarde le grand écart qu'on peut faire, que l'être humain est capable de faire, surtout de plus en plus aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je ne sais pas si... Si. Je vais rebondir sur ce que vous dites au sujet du corps, puisque vous parlez tous les deux d'expérience du corps que vous faites chacun à votre manière. Vous, c'est, je dirais, via la physicalité de vos performances et aussi les contraintes que vous vous mettez, les contraintes que vous apposez à votre corps. Et vous, Arthur, vous expliquez qu'étant aussi un artisan, vous avez ce contact direct à la matière et que la matière elle-même vous transforme. Vous racontiez, d'ailleurs je fais référence à cette émission sur France Culture sur les chantiers dans lesquels vous intervenez, vous racontez que vos phalanges se sont transformées en travaillant le bois, etc. D'où ma question, est-ce que c'est le rapport au monde pour vous passe par le fait d'éprouver son corps? Je dois dire par souci de vérité que je ne suis plus charpentier. D'ailleurs, on le voit à mes mains aujourd'hui, à mon corps. Mais oui, enfin, cet apprentissage de la charpente a été pour moi une sorte de, une transformation intérieure qui m'a montré que dans le lien avec la matière, avec la matérialité, s'établit aussi un lien avec l'intériorité, ce qu'on peut aussi appeler d'une certaine manière la spiritualité, et que dans cette mesure, l'apprentissage d'un métier qui est en lien avec la matière est une transformation individuelle qui est de l'ordre du spirituel ou qui donne accès à une intériorité et permet de transformer cette intériorité. Et j'observe d'ailleurs que les philosophes du vivant, comme on les appelle aujourd'hui, comme Baptiste Morisot, Nastasia Martin, Vinciane Després, essaient de retrouver quelque chose qu'ils n'appellent pas une spiritualité, mais qui prend la forme d'un animisme un peu occidentalisé et qui passe non pas par des transcendances abstraites, par des notions théologiques, mais par le sensible. C'est-à-dire que une manière de retrouver une forme de spiritualité ou d'intériorité se joue dans le rapport à la matière et au sensible. Et vous, dans ce rapport au corps, Jeanne, est-ce que vous avez un commentaire sur cette manière d'éprouver votre corps dans votre travail? Alors oui, le commentaire que je pourrais faire, c'est que, pour la petite histoire, en fait, j'ai commencé à danser parce que j'avais un gros problème de comprendre ce que je faisais dans ce corps-là. Depuis, d'ailleurs, toute petite, je comprenais pas vraiment qu'est-ce que je faisais là. J'avais l'impression d'être dans une boîte parfois beaucoup trop petite et parfois une boîte beaucoup trop grande. J'ai très souvent ressenti une espèce de scission entre cette boîte, ce corps et mon esprit qui simplement est quelque part dedans. Et j'ai compris plus tard que c'est pour ça que j'ai commencé à danser. En fait, c'est parce que j'avais besoin de maîtriser cette boîte, de la contrôler, de comprendre comment elle fonctionne, pour mieux l'habiter, pour mieux rentrer vraiment dedans. Et
Et d'ailleurs, plus maintenant, je comprends aussi différentes choses que j'ai traversées dans ma vie, plus je m'affaire à maîtriser un geste, à essayer de le rendre le plus parfait possible. D'ailleurs, c'est très juste, comme disait Kaori, le geste parfait n'existe absolument pas. Mais la motivation de toucher le geste parfait, c'est cette énergie-là qui permet d'aller profondément rentrer dans des états de conscience très, très paisibles, finalement. Même s'il y a une forme de violence derrière, parce qu'il y a un travail sans relâche, il y a de la douleur physique, il y a du découragement, il y a tout ça. Plus, en fait, je commence à... Depuis très récemment, hein, je commence à vraiment sentir que la frontière s'affine entre le corps et l'esprit, et parfois même le corps disparaît totalement. Et quand on arrive à ces états-là, c'est pas du tout des états modifiés de conscience, c'est au contraire des états de grande conscience de qui on est, qu'est-ce qu'on fait là. Ah oui, de ce qui nous entoure, d'avec qui, des gens aussi, l'énergie des gens qui nous traversent. Et alors pour revenir à ta question... Non, mais écoute, tu nous as donné de très bons éléments en chemin. Donc, oui, non, pardon, c'était pour rebondir sur ce que disait Arthur. La notion de vertige, pour moi, en fait, elle est essentielle parce qu'elle nous met face à, comment dire, à des faiblesses qu'il nous faut réparer pour atteindre des états supérieurs d'être, finalement. Supérieurs, pas forcément au-dessus des autres, mais des états encore plus humains, encore plus vécus. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le fait de vivre une vie humaine, c'est qu'on peut toucher ça. On peut avancer dans... Oui, c'est vraiment une quête spirituelle, en fait, qui passe par le corps, qui passe par la maîtrise de l'esprit, évidemment, aussi. Mais l'élément déclencheur qui nous amène à aller vers ce chemin-là, c'est ce vertige. Si on n'a pas cette espèce de choc ou de peur, en fait, on continue dans un schéma de pensée, un schéma habituel qui nous fait patauger, j'ai l'impression, enfin moi personnellement, qui me fait patauger dans un quotidien, dans une espèce de métro boulot dodo. On est là, on se réveille, on mange, on travaille, on sort, on va s'amuser, on rentre chez soi, on se couche, on se réveille, on mange, on va au travail. Il y a un non-sens en fait qui apparaît. Et être face à voir cet élément déclencheur qui est presque un électrochoc du vertige, de la question de l'existence en fait. Qu'est-ce qu'on fait là dans ce corps ? Elle est hyper essentielle, elle est source, elle est féconde, elle donne vraiment, elle ouvre des portes sur beaucoup de belles choses. Donc c'est un peu ça qu'en échangeant avec Arthur, en lisant ses ouvrages, on s'était dit que c'était intéressant d'aller gratter par là. Il me semble juste avoir compris de nos échanges que si le moment du vertige en lui-même n'est pas toujours très agréable, voire même plutôt effrayant, c'est aussi une porte nécessaire ou un moyen, disons que le retour, la sortie du vertige est un moment très fort, une sorte de réinsertion dans le réel, une réinsertion qui peut être créatrice. Et par exemple, le vertige dans la traduction, quand on perd le sens en passant d'une langue à l'autre et qu'on retrouve le sens en figeant, en formant une phrase en français. Ce vertige-là est l'exemple d'une réinsertion créatrice à la sortie du vertige. Donc il ne faut pas idéaliser ou faire les louanges du vertige comme expérience à faire à tout prix. C'est plutôt le deuxième temps du vertige, sa sortie, qui est un moment créateur, rassurant, et qui enrichit, qui augmente l'être, comme tu disais. Donc il y aura certainement là la matière de vos développements dans les jours à venir et peut-être même la matière de ce que vous allez présenter la semaine prochaine, Jeanne ? Oui, c'est déjà un début. Et en discutant, on a aussi, du coup, l'axe qu'on aimerait prendre, c'est travailler le passage, en fait, surtout cet instant
qui dure quelques secondes, du passage d'un espace connu à un espace complètement inconnu. Qu'est-ce qui se passe dans cet instant-là? Qu'est-ce qui pousse l'homme à traverser la frontière, à ouvrir une porte pour aller voir ce qui se passe derrière? Ou au contraire, qu'est-ce qui le retient? Ou quelles sont les différentes étapes, ou surtout quelles sont aussi les différentes possibilités de traverser un espace? Et donc, on a envie d'aller voir corporellement comment ça peut se traduire. C'est une piste qui est un peu née ensemble et qui résonne beaucoup en moi, puisque la charpente, c'est la création. Enfin, créer une charpente, assembler une charpente, c'est faire naître un espace qui est encore simplement modélisé ou schématisé par quelques morceaux de bois. Et pourtant, quand on a posé 3 pannes sur un chantier, on sent, en passant sous le toit qui vient de s'esquisser, qu'un volume est en train de naître. Et la charpente, de ce point de vue, c'est un peu l'art de faire naître des espaces. Et donc la question de ce qui se passe quand on entre dans un espace, quand on entre dans un espace scénique, c'est la question de savoir ce qu'on y apporte soi en tant qu'être humain. Est-ce qu'on transforme l'espace en y entrant, ou est-ce qu'on est transformé par l'espace dans lequel on entre? C'est un peu ce dualisme ou cette alternative qui pourrait être la question philosophique de ce travail du corps. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Les rencontres auxquelles vous venez d'assister marquent seulement le début, le lancement d'un processus de création. Et nous en découvrirons les fruits ici même, la semaine prochaine, les 4 et 5 novembre prochains, très exactement. D'ici là, nos artistes vont entrer en résidence et profiter de ces prochains jours pour donner corps à leurs idées. Je vous donne donc rendez-vous ici même la semaine prochaine et je vous remercie infiniment pour votre attention ce soir. Merci beaucoup.